Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'un sujet dont je parle pas beaucoup. Je sais même pas si sur ma chaîne de podcast j'en ai déjà parlé. Parce que, vous le savez, je parle énormément de dépendance affective. C'est le cœur de mon activité de coach. Donc, je parle beaucoup de la blessure d'abandon. Dans mon dernier épisode de podcast, je vous ai parlé de la blessure du rejet. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la blessure de la trahison. Et donc, notamment, le fait d'avoir été trompé. Mais surtout, de refaire confiance, et j'irais même plus loin, se refaire confiance après avoir été trompé. J'avais envie d'aborder ce sujet avec beaucoup de neutralité, d'objectivité, en essayant en fait de ne pas émettre d'avis sur le sujet, mais plus vous amener des pistes de réflexion à la fois sur ce qu'est une tromperie, comment on peut la ressentir, quel est l'impact d'une tromperie ou d'une infidélité sur notre confiance en nous-mêmes, sur la confiance en l'autre, sur les relations de manière générale, pourquoi la confiance est essentielle dans une relation, quel est l'impact qu'une trahison peut avoir de manière générale aussi. Et puis, vous amener à vous questionner et surtout en espérant réussir à vous donner des pistes pour surmonter cette épreuve-là et refaire confiance. On va parler aussi de tout le côté émotionnel, tout ce que vous pouvez ressentir. Mais le but, c'est pas de blâmer qui que ce soit, c'est pas de dire c'est bien, c'est mal, mais c'est plus, j'allais dire... Cet épisode, en tout cas, il est plus pour les personnes qui ont subi une infidélité, qui aujourd'hui se reconnaissent dans le fait d'avoir besoin d'apprendre à faire confiance ou refaire confiance. Et voilà, essayer au maximum de vous aider, mais c'est aussi, je sais, un sujet qui est hyper controversé. Et malheureusement, j'ai aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir après une séparation, parfois après une infidélité. Et donc j'avais là envie de sortir de mon cœur de métier, j'allais dire, pour vous parler plus de la blessure de trahison que je connais aussi très bien. Et encore une fois, revenir à l'estime de soi parce que c'est, vous le savez, un sujet qui est très important pour moi. Donc déjà, ce qui est important, c'est d'aller comprendre en fait ce sentiment de trahison et les conséquences que ça peut avoir. Donc, je suis pas là pour dire ce qu'est une infidélité. C'est quelque chose que j'évoque énormément avec mes clients parce que pour moi, la fidélité et l'infidélité, donc notamment la fidélité, c'est une valeur et donc chaque personne doit avoir sa propre définition de ce qu'est la fidélité. Donc pour moi, personne n'a à juger la manière dont une autre personne va se sentir suite à ce qu'est une infidélité, puisqu'on a chacun notre propre définition. Il va y avoir certains actes, certains comportements qu'une personne peut interpréter comme de l'infidélité et d'autres non. Et je rappelle que ça regarde chacun de voir la fidélité d'une manière ou d'une autre. Et d'un autre regard, on n'est pas non plus là pour juger les personnes qui décident de rester après une infidélité. C'est important pour moi de le préciser parce que je trouve qu'il y a énormément de jugements autour de ça. Et évidemment, chacun a son prisme, chacun a son cœur, ses expériences, etc., sa vision sur ce qu'est une infidélité, sur la notion de trahison. Mais n'oubliez pas que chaque relation est différente, que chaque couple a ses propres règles. Et en fait, pour embrayer et commencer vraiment cet épisode de podcast, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas oublier que quand on établit des limites, et vous savez que c'est très important pour moi d'en parler, d'apprendre à identifier ces limites-là. En fait, la trahison, elle se passe lorsqu'on a posé sa limite auprès de la personne qui partage notre vie. Mais j'allais dire, là, on va parler essentiellement des relations amoureuses, mais en fait, ça compte et vous pouvez l'appliquer à tout type de relation. Mais en fait,
pour moi, la trahison, elle se passe lorsqu'on a posé son cadre, posé ses limites et que la personne en face a décidé de franchir ses limites. Parce qu'à partir du moment où je te dis que ça, pour moi, c'est être trahi et que tu le fais quand même, bah c'est à ce moment-là que clairement, tu t'assois sur ma confiance. Donc, pour moi, il y a différents types de trahison, mais en fait, il va appartenir à chaque personne de savoir comment et pourquoi elle se sent trahie. Donc, la première chose, et j'allais dire la première étape, c'est déjà d'essayer de savoir dans quelle mesure, dans quel contexte je pourrais me sentir trahie dans la relation que j'entretiens. Encore une fois, ça peut être familial, amical, amoureux, même professionnel. Dans quelle mesure je me sens trahie. Parce qu'en fait, la trahison, c'est pas seulement un acte d'infidélité. Pour moi, une personne peut ne pas nous être infidèle, mais on peut se sentir trompé. C'est-à-dire que je rencontre des personnes dans mon métier qui sont pourtant séparées, mais se sentent trompées quand leur ex-partenaire trouve quelqu'un. Et ça, il n'y a personne qui doit juger si le ressenti de la tromperie, il est légitime ou non. Et j'y suis aussi beaucoup confrontée de certains de mes clients qui vivent ce qu'ils considèrent être une expérience de tromperie et l'entourage qui vient légitimer ou non ce ressenti en disant « bah non, mais là, il ou elle t'a pas vraiment trompé, là, non, c'est nuançable ». Ok, peut-être que chaque situation est nuançable et c'est ce que je véhicule aussi sur cette chaîne de podcast et dans ma vie de manière générale. Mais par contre, il n'y a rien qui justifie le fait d'illégitimer une émotion ou un ressenti. Si une personne, elle se sent trompée, c'est son droit le plus strict. Et donc, c'est hyper important de venir être plutôt dans l'empathie de ses émotions. Parce que la tromperie, elle va faire émerger différentes émotions. Ça peut être de la douleur, de la colère, de la confusion, une perte d'estime de soi et plein d'autres choses encore dont mes clients, mes amis parfois m'ont témoigné. Et en fait, chacune de ces émotions doit vraiment être accueillie. Dans le sens où si une personne, elle vous confie ce ressenti, il est important de toujours accueillir l'émotion en question. Là, on parle d'infidélité, mais honnêtement, j'élargis ça à tout dans la vie. Aucune émotion ne devrait être remise en question. Le fait est que toutes ces émotions-là, quand on va être trompé, elles vont avoir un impact sur la suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la tromperie, quelle qu'elle soit, elle peut être vécue comme un traumatisme. Et ça, c'est pareil, je fais une parenthèse là-dessus, mais qui me semble extrêmement importante parce que ça fonctionne aussi dans la blessure d'abandon, dans la blessure de rejet. Peu importe l'événement que vous vivez, vous êtes la seule personne à même de décider ou de vivre ou de témoigner si une expérience de vie a été traumatique pour vous ou non. Et même ce qui peut paraître anodin pour une personne peut avoir été un traumatisme pour vous. Donc c'est hyper important de pouvoir mettre des mots dessus aussi pour vous sentir peut-être, et je l'espère, un peu mieux compris par votre entourage. Ce traumatisme-là, il va donc cristalliser des émotions, des croyances dans votre corps. C'est ce qui se passe en fait quand, même des années après, vous revivez une situation qui n'est pas du tout la même, mais qui, dans les émotions, va vous sembler similaire, et vous allez avoir la même réaction qu'au moment du traumatisme. Parce qu'en fait, c'est votre corps qui réagit littéralement à un événement, un comportement, un mot, quelque chose qui va vous ramener à une blessure passée. Donc, le traumatisme, et notamment lié à l'infidélité, ne doit pas être mis en cause. C'est-à-dire que je trouve, en tout cas, ça c'est vraiment mon point de vue, dans cette société, on a normalisé l'infidélité, à tel point que j'ai entendu vraiment des gens dire oui, bah c'est bon, enfin, tu vois, ça avait des chances d'arriver, quoi. Comme si le fait qu'on sait que ça peut arriver, enfin, c'est pas inévitable, peu importe qui on est et peu importe avec qui vous êtes, ça peut arriver.
Mais par contre, ça ne justifie pas le fait qu'on devrait mieux le vivre. Voilà, sous prétexte qu'on savait que ça pouvait arriver. Ce traumatisme-là, il va avoir un impact très important sur les relations. Notamment une peur de l'engagement, une grande méfiance, de l'anxiété relationnelle, une perte totale d'estime de soi. Vous pouvez être concerné par ce que je viens de dire, il y a sûrement d'autres impacts, mais en tout cas, c'est les grandes lignes de ce que j'observe auprès de mes clients. La peur de l'engagement, en fait, c'est la peur de revivre ce que j'ai vécu. C'est la peur de ressentir à nouveau ce que j'ai vécu. Donc, on est dans une méfiance. La méfiance qui s'installe, c'est en fait un besoin de contrôle permanent. Donc, ça veut dire que là, il n'y a pas forcément une peur de l'engagement. Donc, on va s'engager, mais on va rester hyper méfiant parce que ça nous permet en tout cas, ça nous donne l'illusion qu'on contrôle la situation. Tant que je suis méfiant, tant que je ne donne pas ma confiance, on ne peut pas me trahir. Ça, quand je dis que c'est l'illusion de contrôle, encore une fois, c'est pas parce que la méfiance n'est pas légitime. Parce qu'encore une fois, elle est légitime puisque c'est le mécanisme que le cerveau a mis en place pour ne pas revivre la blessure traumatique. Mais ce qui se passe, c'est que on n'est pas véritablement dans le contrôle. Ce qu'on fait, c'est qu'on met de la distance avec les autres et en tout cas, on va créer des mécanismes pour se faire croire que tant qu'on a le contrôle, personne ne peut nous tromper à nouveau. Ce qui se passe malheureusement, c'est que dans ce cas-là, on peut tomber dans une forme de dépendance. En fait, ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Soit une hyper-indépendance qui va en fait créer un refus d'engagement par besoin de contrôle, ou alors une dépendance qui va faire qu'on va être dans des relations toxiques, mais dans lesquelles on va être dans une hyper-vigilance qui va demander énormément d'énergie. Et malheureusement, cette hyper-vigilance, elle va créer cette anxiété relationnelle. C'est-à-dire, je préfère ne plus jamais avoir affaire à un homme, à une femme, plutôt que de revivre une relation, plutôt que de revivre le deuil que je viens de vivre. Donc ça, c'est hyper important de le reconnaître déjà. J'allais dire, plus que de l'identifier, c'est de reconnaître pleinement cette peur de l'engagement, cette méfiance, cette anxiété relationnelle et la perte d'estime de soi. La perte d'estime de soi, je mets quand même l'accent dessus dans le sens où malheureusement, je pense que ça impacte énormément de monde dans ce cas puisque ça vient attaquer qui on est. C'est-à-dire que le cerveau vient nous raconter tout un tas de choses, mais ce que j'observe en tout cas, c'est j'ai été remplacée. C'est-à-dire que si tu as été voir quelqu'un d'autre, si tu as parlé avec quelqu'un d'autre, peu importe l'acte en question, c'est que je ne te suffisais pas. Donc en fait, ça vient toucher notre propre valeur, alors que même si je vais dire quelque chose d'extrêmement rationnel et qui ne va pas forcément toucher les personnes, en tout cas pas leur faire intégrer l'information des personnes qui ont vécu ça, la réalité c'est que une personne ne nous trompe pas, encore une fois, peu importe l'acte de tromperie, parce qu'elle pense que l'autre est mieux. Ça n'a jamais à voir avec l'autre personne, ça a à voir avec soi-même. Attention, sauf peut-être cas exceptionnel, mais souvent, une personne qui a été infidèle, ça n'a rien à voir avec le désamour de la personne avec qui elle est, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle pense que la personne avec qui elle a trompé l'autre est mieux. Mais je sais, en tout cas, que ça ne se passe pas comme ça, j'allais dire presque corporellement. Donc, le processus de guérison, il va se passer en plusieurs temps. Il va y avoir un temps d'acceptation. Attention, l'acceptation et le pardon, ça ne veut pas dire qu'on cautionne l'acte qui a été fait et qu'on a subi. L'acceptation, c'est le fait de reconnaître l'événement et de ne plus être dans le déni de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent oublier et avancer, alors qu'en fait, les émotions, elles restent là. Donc, plus vous allez vous confronter à vos émotions, là où ça fait mal, l'impact que ça a eu, et plus ce sera facile de vivre la guérison. Donc, l'acceptation, encore une fois, ça va pas être de cautionner, mais c'est vraiment, je reconnais ce qui m'est arrivé, ça s'est passé, je le sais. Maintenant, il va falloir que j'apprenne à
laisser mes émotions me traverser. C'est-à-dire que les personnes qui me disent « Auréa, je viens d'apprendre que j'ai été trompée, je fais que pleurer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Pleure. Parce qu'en vrai, déjà parce qu'il y a du cortisol dans les larmes et donc on libère une forme de stress. Donc il faut pleurer, c'est important, il ne faut pas garder ça pour soi. Faut pas s'empêcher de pleurer, ça fait partie du processus de guérison. Mais aussi, en fait, se faire accompagner. Là, franchement, quand on vit quelque chose comme ça, quand on vit quelque chose, un événement qui est de l'ordre du traumatisme, il est essentiel déjà qu'on libère par la parole. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vous faire accompagner, si vous n'avez pas les moyens financiers, parce que je sais que ça arrive aussi, n'hésitez pas à parler à une personne de confiance, mais attention aux personnes qui nous aiment et donc qui sont très peu objectives, qui ont envie qu'on guérisse vite parce que ça leur est insupportable qu'on souffre. Ça peut manquer d'objectivité, mais ça peut être un bon début, ou alors de faire de l'écriture intuitive pour décharger en fait ses propres émotions, et encore une fois aller soit vers la thérapie ou le coaching pour qu'une personne puisse vous accompagner à vivre le deuil, j'allais dire avec plus de douceur. Ensuite, il va falloir apprendre à prendre du temps pour soi. Parfois, on peut essayer de combler l'espace parce que ça a été tellement dur que du coup, il faut combler le vide. Parce qu'au-delà du fait qu'il faille accepter l'événement, parfois, pour les personnes en tout cas qui décident de mettre un terme à la relation, il y a aussi le deuil qui se passe en même temps. Donc il faut imaginer qu'il y a vraiment plusieurs événements en un. Ça vient impacter vraiment le côté émotionnel et le vivre seul, parfois, c'est vraiment difficile. Et ensuite, mais ça c'est dans un second, un troisième temps ou bien après, c'est d'apprendre des expériences passées. C'est de réfléchir sur ce qui s'est passé, ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qui s'est passé pour l'avenir. Parce que, évidemment, le but, c'est pas de se blâmer, mais de se responsabiliser sur, en fait, est-ce que vraiment j'ai rien vu venir ? Ou est-ce que y a des choses que j'ai voulu ignorer ? Et surtout, comment je ferais autrement si c'était possible. Donc, c'est pas pour se dire j'ai pas vu, j'aurais dû voir, ça aurait dû se passer autrement. C'est plus de quelle manière je peux me servir de ce que je viens de vivre pour essayer d'avancer, pour essayer de construire une relation où ça n'arriverait peut-être pas, ou en tout cas que je puisse de plus en plus être en confiance dans une relation sans me dire ça va arriver à tout moment. Donc en fait, c'est trouver un équilibre. La partie d'après, ce sera de refaire confiance. Là, on est dans autre chose. Là, on est dans le cœur, après 17 minutes de podcast, de se demander en fait comment on refait confiance après avoir été trompé. C'était hyper important de parler de ce dont j'ai parlé avant. Mais il y a vraiment des étapes pour reconstruire la confiance. Déjà, pour moi, il y a le fait de se refaire confiance. Parce que je trouve qu'il y a un jugement énorme des personnes qui ont été trompées, qui se jugent elles-mêmes sur « j'aurais dû voir ». C'est de ma faute. Au-delà de la comparaison dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi qu'est-ce que j'ai pas vu. Donc il y a beaucoup de culpabilité sur le fait de se faire confiance, et c'est ce qui crée parfois la peur de l'engagement. Donc, je fais une boucle, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais en fait on va plus s'engager parce qu'on a peur de plus refaire confiance. On a peur de pas réussir à voir les signaux, donc on va éviter ça à tout prix. Mais pour reconstruire la confiance dans une relation, d'abord avec soi, ensuite dans une relation, il va falloir communiquer ouvertement. Donc, être dans une relation où il y a de la transparence et où, j'aime dire, il y a de la cohérence. C'est-à-dire qu'on a besoin de se sécuriser au maximum. Bien sûr qu'il y a un traumatisme, bien sûr qu'il y a eu des impacts, donc de quelle manière je peux me sécuriser dans une relation. Et ça va être hyper important. Et de quelle manière on se sécurise au maximum dans une relation ? La cohérence. Il faut que l'autre soit cohérent dans ses mots et ses actes. Il va falloir qu'il y ait énormément d'honnêteté, mais d'honnêteté aussi envers soi. Donc, ça se construit. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que une relation, ça doit être fluide et c'est le feeling et c'est trop cool, mais en réalité, une relation, ça se construit. Et encore plus quand il y a eu des traumatismes avant. Donc, la communication, c'est le plus important. Attention, le but, c'est pas d'arriver au premier date et de dire « alors je t'explique, moi j'ai été trompée », ça n'arrivera plus, parce que ça aussi, je l'observe. Le tout, c'est vraiment d'être honnête en parlant de ses insécurités, voilà, en disant
ce qu'on a vécu, ce qu'on ne veut plus vivre. Mais du coup, il y a un travail qui doit être fait sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et sur les limites qu'on a envie de fixer dans une relation pour se sentir en sécurité. Ça m'amène au deuxième point, c'est donc, après la communication, d'établir les limites. Définir ce qui va être acceptable ou non dans une relation. Parce qu'il y a souvent, et ça je le remarque, c'est pas, attention, je fais attention à ce que je dis, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est arrivé à plusieurs reprises, c'est que souvent, il y a eu des choses qui ont été acceptées au fur et à mesure dans la relation, qui ne nous convenaient pas. Et donc, on a dit oui, on a dit oui, on a dit oui, et donc il n'y avait plus de limites. Et du coup, c'est un peu parti sur, il n'y a pas de cadre relationnel, et donc je laisse faire, et moi je subis. Sans parler de tromperie, hein, je parle vraiment au sein de la relation avant ça. Mais du coup, établir ses limites, c'est définir ce qui va être acceptable ou non dans une relation pour nous. Le fait d'avoir ces limites, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir sécurisé. C'est-à-dire que je sais qu'à partir du moment où je pose mes limites, je saurais identifier si la personne en face va au-delà de mes propres limites. Et ensuite, c'est d'y aller doucement. On ne peut pas se demander, après un traumatisme pareil, de tout d'un coup être hyper confiante, faire confiance à quelqu'un dans le couple, s'engager directement, être hyper en paix, hyper sereine. Ne vous demandez pas ça. Vraiment, soyez bienveillants envers vous. C'est pas obligé de reconstruire une relation dans les mois à venir. Parfois, ça demande plus de temps et c'est ok en fait. Cette société, c'est pareil, hein, on normalise pas du tout le fait d'être célibataire. Être célibataire, c'est très bien, ça fait du bien. On se retrouve seul, on se retrouve avec soi et surtout après un événement comme ça, on en a besoin. Donc, passez par de petites actions pour reconstruire progressivement la confiance à la fois que vous avez en vous et que vous pouvez avoir en l'autre. Ensuite, vous allez faire confiance à nouveau et dans ce cas-là, quand on fait confiance à nouveau, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est la fête et que tout est permis. Faire confiance, ça veut dire jusqu'à ce que tu ne me donnes pas d'éléments qui font que je ne te fais pas confiance, ma confiance, elle est intacte. Mais je reste vigilante. Et ça, j'en parle aussi beaucoup au niveau de la dépendance affective. Quand on rencontre une personne, même après le processus de guérison, en fait, on reste vigilant. Mais ça, on devrait l'être, j'allais dire, pour toujours. Une vigilance qui ne nous demande pas d'énergie, pas de l'hypervigilance, pas être dans la surveillance, dans la méfiance, mais vraiment juste se dire, en fait, bien sûr que j'observe toujours si je me sens bien traitée, si je me sens en sécurité. Et je trouve même que c'est sain, en fait, de se remettre en question, de ne pas prendre l'autre pour acquis et que l'autre ne nous prenne pas pour acquis non plus. C'est ce qui va permettre d'avoir une confiance intacte et qu'on puisse nourrir la relation, l'entretenir, sans avoir à être dans cette hypervigilance tout le temps. Il va y avoir aussi toute une partie au niveau de l'intuition. Donc ça va avec le fait de se faire confiance, c'est le bon sens aussi, c'est-à-dire que parfois on se rend compte que dans les expériences passées, on ne s'est pas du tout écouté. Très souvent, et je me rends compte de ça, mais tromperie ou pas, infidélité ou pas, je me rends compte que parfois les problèmes de la fin sont les problèmes du début, c'est juste qu'on a voulu fermer les yeux dessus. Donc il va falloir réapprendre à écouter votre intuition. Ça, c'est essentiel. Prenez confiance en vous, mais surtout observez le comportement de l'autre. Parce que c'est ça qui va vous permettre de faire confiance. Dans le sens où il ne faut pas devenir suspect pour tout et rien, mais quand même observez le comportement de l'autre. Dans la mesure où l'autre personne est cohérente, où elle se comporte bien, où vous vous sentez en sécurité, mais je parle vraiment en sécurité, pas l'illusion. La dernière fois, je parlais avec une cliente qui m'a dit « Mais non, mais tout se passe bien, juste de temps en temps, pendant plusieurs jours, j'ai pas de nouvelles, sans raison. » C'est-à-dire qu'elle n'est pas prévenue. Il n'y a pas un événement qui fait qu'elle n'a pas de nouvelles. Juste, en fait, la personne la bloque complètement et donc elle n'a pas de nouvelles. On ne peut pas se dire que tout se passe bien quand il y a un comportement comme celui-ci, qui n'est pas justifié. Hein. Attention, je le répète. Donc, vraiment, prenez le temps d'observer la relation,
de voir ce qui vous paraît cohérent ou non. De voir quand est-ce que votre corps vous parle aussi, parce que ça, j'en ai pas énormément parlé, mais c'est hyper important pour moi, ça fait partie de l'intuition. Combien de clientes, je veux dire clientes à moi, se sont retrouvées avec des mycoses vaginales simplement parce qu'en fait leur corps est en train de rejeter le partenaire en question, parce qu'en fait ça se passe mal, c'est le corps qui est en train de dire en fait tu ne vas pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ou alors voilà d'autres problèmes de peau, de santé, quand elles sont dans des relations toxiques. Et bizarrement, une fois que la relation s'arrête, leur corps va mieux, leur corps n'est plus malade. Donc apprenez à écouter les signaux de votre corps qui, je le sais, vous alertent extrêmement bien. Je vais terminer là-dessus. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, que ça vous aura plu que j'évoque un autre sujet. Pour les personnes qui ont envie de me faire un retour ou me partager leur histoire, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram oria.coaching. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de podcast La vie a un plan pour toi pour plus de contenu encore. Prenez soin de vous et comme toujours, avec tout mon amour, à la semaine prochaine.